Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 173, semaine qui marque le début des vacances. Alors, je parle officieusement. Il reste encore quelques réunions, quelques heures de cours à donner. Pour les corrections, c'est terminé. J'ai mis clap de fin hier avec le brevet des collèges. Désormais, je vais me tourner vers ces objectifs de rentrée avec 2 mois à consacrer entièrement au sport. Il y aura d'autres choses à côté, bien évidemment, mais les semaines d'entraînement s'enchaînent avec un volume qui augmente peu à peu et les séances de piste notamment me permettent de retrouver une condition physique acceptable après cette traversée du désert au mois de mai. Plus les semaines passent et plus ce mal de dos s'éloigne de moi, je reste vigilant. Le renfort est toujours intégré dans mes semaines d'entraînement et j'aspire à retrouver cette forme qui était la mienne au mois de février, juste avant ce semi-marathon, car depuis, j'oscille entre des bonnes séances, des périodes de méforme. C'est loin d'être, on va dire, l'euphorie, mais en tout cas, je suis sur le bon chemin. Les bons résultats et les performances, ce ne sont pas que des séances d'entraînement qui se mettent bout à bout. Il y a aussi un gros facteur qui est l'alimentation. C'est ce dont nous allons discuter avec mon invité du jour. Et si vous accédiez à l'énergie infinie, d'avoir cette capacité de courir sans fin, sans manquer de carburant. C'est la promesse avancée par mon invité du jour, Olivier Maria. Cet athlète est adepte de la course minimaliste. Courir en sandales, courir pieds nus, ce sont des choses qu'il a déjà réalisées, que ce soit dernièrement sur le marathon de Paris ou le semi-marathon de Lille. De plus, il a depuis 2016 adopté une alimentation dite cétogène dont nous avons déjà évoqué les particularités avec le docteur Fabrice Kuhn. Dans cet épisode, Olivier vient mettre à mal certaines croyances et certaines idées reçues en course à pied. Il va vous expliquer comment il s'est céto-adapté. En effet, la particularité de ce régime cétogène est qu'Olivier ne consomme aujourd'hui que très peu de glucides. Son corps a appris à puiser dans un autre réservoir d'énergie quasi infini, à savoir les graisses. À chacun sa pratique, à chacun son mode de fonctionnement. Olivier, comme il le souligne à plusieurs reprises dans cet épisode, n'est pas un professionnel de la nutrition. Mais il tient à vous partager son expérience qui se prolonge par la sortie d'un livre paru aux éditions Thierry Soucard qui s'intitule « Performer en mode cétogène ». Comment en finir avec les hypoglycémies et accéder à l'énergie infinie. Je vous remets de toute façon le lien dans les notes de l'épisode. Cet ouvrage est très pédagogique. Il vous explique en plusieurs étapes comment permettre à votre corps d'aller puiser dans ses glucides. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose d'inné. Il va falloir trouver la clé pour déverrouiller ce réservoir de carburant et ainsi pouvoir optimiser vos performances. Je remercie bien évidemment Olivier d'avoir pris du temps pour expliquer cette méthode un petit peu particulière, peut-être en marge de ce que vous connaissez. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de mon invité du jour, Olivier Maria, régime cétogène, performance et énergie infinie. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Olivier, merci d'être l'invité aujourd'hui du podcast À côté de mes pompes. Alors on va partir sur de la longue distance, sur une pratique un petit peu atypique avec ce côté alimentaire. Tu viens de sortir un ouvrage aux éditions Thierry Soucard, Performer en mode cétogène. Tu nous promets une énergie infinie. Est-ce que la promesse sera tenue? On verra à la fin de l'épisode. Je te laisse te présenter et je te souhaite la bienvenue. Salut Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Olivier Maria, j'ai 31 ans, j'habite à Lille. Je suis passionné de sport et j'ai une pratique sportive qui alterne entre la course à pied et le vélo longue distance selon les mois, les envies, les objectifs dans l'année. Donc voilà, je mixe un peu entre les deux. Si tu veux, on pourra parler de vélo longue distance si ça t'intéresse, même si c'est plutôt un podcast de course à pied, il me semble.
Et voilà, tu parlais d'énergie infinie grâce au régime cétogène. En effet, je viens de sortir le livre Performer en mode cétogène. C'est sympa de le rappeler dès le début du podcast et qui retrace une aventure que j'ai démarrée en 2016, donc il y a 7 ans maintenant, à la découverte de ce régime cétogène, puisque à l'époque, en France, il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. Maintenant, ça commence à être plus étoffé, mais voilà, je pense qu'on pourra en parler tout au long du podcast, mais j'ai une pratique en effet qui est un petit peu en décalage par rapport à la nutrition sportive classique, on va dire. Est-ce que tu t'es inspiré des lectures de Fabrice Kuhn, puisqu'il a réalisé la préface de ton livre? Est-ce que c'est un des auteurs que tu as lu pour débuter cette transition vers une alimentation cétogène? Alors, c'est pas un auteur que j'ai lu pour commencer le régime cétogène, pour la simple et bonne raison que quand j'ai démarré en 2016, ces livres n'étaient pas encore sortis. Donc, en effet, Fabrice a écrit ma préface et j'en étais hyper heureux parce que aujourd'hui, c'est lui qui a sorti les livres de référence en France sur le sujet, sur la notion de sport sous alimentation cétogène ou low carb, parce qu'il a écrit plusieurs livres qui ont des approches un petit peu différentes. Et du coup, quand j'ai commencé en 2016, il n'y avait aucun livre, il n'y avait pas les livres de Fabrice, ni aucun en français. Et donc, je les ai découverts plus tard, alors que je commençais à être un petit peu au fait du sujet, parce que je pense que ça devait faire 2, 3, 4 ans peut-être que j'étais un peu dans le truc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en 2016, quand j'ai commencé le régime cétogène, comme je viens de te dire, il n'y avait aucune ressource en français sur le sujet. Tu vois, moi, j'avais découvert ça sur dans un livre en français qui s'appelait Tous des héros de Christopher McDougall, paru aux éditions Guérin. Un livre vraiment incroyable, mais qui ne traite pas spécifiquement du régime cétogène, mais à la fin du livre, il y a quelques pages qui en parlent. Et en fait, moi, quand dans ce livre, j'avais lu le terme d'énergie infinie que tu as cité, parce que c'est vrai que c'est un terme que j'utilise beaucoup, même si c'est à prendre avec de grosses pincettes. C'est plutôt une expression. Moi, je me suis dit, waouh, énergie infinie, ça a l'air fou. On peut courir des heures et des heures, des jours et des jours sans hypoglycémie. Ça a l'air trop bien. Donc, je me suis un peu lancé comme ça grâce à ces lectures. Par contre, dès que je tapais sur Internet, d'ailleurs, à l'époque, je savais même pas que le terme de régime cétogène existait. Mais quand je tapais sur Internet low carb et tout, en fait, en français, il y avait strictement rien. Et alors, par rapport aux maisons d'édition, c'était encore pire. C'était le néant absolu. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, en lisant des articles, des sites Internet, des livres en anglais. J'avais un peu du mal à comprendre et tout. Et 6-7 ans plus tard, c'est vrai que le sujet a été un peu mis sur la table en France. À ma petite échelle, j'essaie un peu d'y contribuer avec mon site, avec du coup mon livre et tout. Mais ouais, voilà, du coup c'est cool parce que ça commence à être un petit peu plus connu, même si c'est pas encore hyper répandu. Il y a encore du chemin à faire pour que les sportifs connaissent la chose et disons prennent conscience des avantages qu'ils peuvent en tirer, même si je suis conscient que tous les sportifs ne vont pas être en mode cétogène, mais voilà, je trouve ça cool que ça devienne un petit peu plus développé et connu. Quand on parle de régime keto ou cétogène, les gens commencent un peu à savoir ce que c'est. Olivier, si on remonte à ton CV de coureur, avant 2016, est-ce que tu pratiquais déjà la course à pied? Qu'est-ce que tu as réalisé comme sport durant ta jeunesse? Est-ce que tu l'es depuis toujours ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? Alors, en fait, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais enfant parce que j'ai commencé le foot à 7 ou 8 ans, je pense, et j'ai fait du foot jusqu'à 15 ans. Ensuite, j'ai arrêté le foot pour faire 2-3 ans de VTT, donc quand j'étais genre fin de collège, début du lycée. Et, et après, arrivé dans la vie étudiante, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à abandonner complètement le sport pour découvrir d'autres plaisirs étudiants, faire la fête, etc. Et à cette époque, j'avais déménagé de Nice où j'ai grandi pour débarquer à Grenoble pour faire mes études. Et donc, pendant pas mal d'années, j'ai pas pensé une seule seconde au sport. J'avais d'autres choses en tête. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu ce déclic, mais vers la fin de mes études, je devais avoir 22, 23 ans, je pense. J'ai eu le déclic de me remettre au sport. Le plus simple, c'était de faire la course à pied parce qu'il y avait des gens de mon entourage qui s'étaient mis et je trouvais ça assez marrant quand je les voyais, tu vois, faire un semi-marathon en 2 heures. Je me disais, mais c'est un exploit
immense de faire un semi-marathon en 2 heures. Jamais j'y arriverai. Mais j'ai mis mes baskets. Enfin, j'ai acheté des baskets et je me suis dit, bah allez, on se met dans la course à pied. Et en fait, j'ai pris le virus total de la course à pied sur route. Donc j'étais à Grenoble. Et ouais, en fait, du jour au lendemain, j'ai commencé à faire. Je suis passé de 0 minutes de sport par semaine à je sais pas, 3, 4 sorties en course à pied, tu vois, ça me paraissait immense à l'époque et je me suis pris un peu au jeu de faire de la course à pied pour la compétition, pour essayer de faire des chronos, commencer à faire des courses, donc des courses assez classiques, genre 10 km semi-marathon pour commencer. Et j'ai commencé le sport comme ça. Et en fait, parallèlement à ça, j'ai découvert le vélo un petit peu par hasard parce qu'on m'avait offert un vélo et puis habitant à Grenoble, il y avait des petits cols hyper sympas, tu vois, je montais dans le Vercors après les cours, je m'amusais bien, mais sans trop me dire le vélo, ça va être une part importante de mon activité sportive. Et en fait, ça, c'était ma dernière année d'études avant de quitter Grenoble, parce que j'étais à peu près sûr de quitter Grenoble après mes études. J'ai des potes qui m'ont dit, viens, on va courir en montagne au lieu de courir sur route, parce que moi, je savais pas du tout qu'on courait en montagne. Je savais pas que le trail existait, tu vois. Maintenant, c'est quand même très répandu, mais à l'époque, enfin, j'étais pas du tout dans le milieu. Et tu vois, quand j'ai des potes qui me disent, viens, on va courir en montagne, au début, j'étais un peu sceptique parce que pour moi, la montagne, c'est la randonnée. Et en fait, là, je me suis pris une claque parce que, tu vois, quand tu montes en mode randonnée un peu légère où tu peux aller vite, tu peux rapidement être sur les sommets, avoir des vues de fou et tout. Là, c'était une sacrée claque, sauf qu'en fait, malheureusement, je suis tombé amoureux du trail, j'en ai fait un petit peu et l'année d'après, j'ai déménagé à Lille, où je suis actuellement, où j'ai complètement dû faire une croix sur le trail. Donc voilà pour mes débuts du sport. Et puis après, à Lille, j'ai fait une croix sur le trail, je me suis mis un peu plus sérieusement à la course à pied sur route, en intégrant des clubs, des groupes et tout. J'ai un peu chassé les chronos dans pas mal de temps. Et en fait, avec le Covid, enfin, en 2000, en 2019, je me suis blessé en préparant un marathon, en faisant n'importe quoi, en doublant ma charge d'entraînement du jour au lendemain. J'avais un super niveau en course à pied jusqu'au moment où je me suis blessé, j'ai abandonné mon marathon. Parallèlement, j'avais toujours mon vélo dans le garage et je me suis dit, bah tiens, on va se mettre plus sérieusement au vélo parce qu'avec une fracture de fatigue, on peut plus trop courir. Et c'est là où j'ai eu le virus du vélo longue distance, où sans trop savoir ce que c'était comme discipline, qu'il y avait vraiment une discipline, des compétitions de pratique et tout. Mais je me suis lancé dans le vélo longue distance, un peu en mode voyage, ce qu'on appelle aujourd'hui ultra distance ou bikepacking. Tu vois, c'est de partir assez léger pour plusieurs jours. Et pendant 2, 3 ans, je le suis encore maintenant, j'ai bien poncé le truc des compétitions, de faire le plus de distance possible en moins de temps possible, avec un chrono qui s'arrête jamais pendant genre 7 jours ou 2500 km. On en parlait hors antenne, mais ouais, j'ai fait 2 fois la Race Cross France sur le format 2500. Et c'était marrant parce que c'est une course qui part aujourd'hui et c'est la première fois en 3 ans où je prends pas le départ. Du coup, je suis assez ému de voir les gens partir. Donc voilà pour mon passé de sport. Globalement, je sais pas si j'ai bien résumé, si j'ai parlé de tout, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette bascule vers une alimentation cétogène et une pratique sportive accentuée? Est-ce qu'on peut trouver une passerelle? À quel moment tu as décidé, dans cette pratique, on va dire, de la course à pied sur route, du vélo longue distance que tu réalises également, est-ce que tu t'es découvert des problématiques alimentaires qui t'ont conduit justement à développer une alimentation différente? Ouais, et ben carrément, ouais. En fait, quand j'ai commencé la course à pied, j'étais tellement passionné que je lisais absolument tout ce qu'il fallait faire. Enfin, je lisais tous les articles, les livres de nutrition sportive. Je faisais toutes les choses bien. Je mangeais mes flocons d'avoine au petit-déj, mes pâtes. Je me levais à 5 heures du matin quand il y avait des compètes pour manger 3 heures avant de partir, tu vois. Et donc, j'avais une alimentation vraiment classique à base de glucides. Et j'ai toujours été d'ailleurs très maigre et très fin. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé la course à pied, j'avais aucun problème de surpoids et tout. Et en fait, globalement, sur des efforts assez courts, en course, bon, en gros, on court entre 1 heure et 2 heures, tu vois, les sorties longues, c'est 2 heures. J'ai jamais eu de problème d'alimentation. Par contre, en vélo, où là, je savais pas trop comment, enfin, j'avais les mêmes aliments, tu vois, les barres de céréales et tout. Et en fait, vu que je partais plus longtemps, et ben des fois je partais un peu à l'arrache sans trop avoir de choses dans mes poches et tout.
Et je me suis tapé des hypoglycémies ou des fringales de l'espace parce que tu vois, autant en course à pied, je trouve que tu peux plus anticiper, tu as un effort avec des chocs et tout qui est plus court et donc du coup, tu peux ressentir un peu avant d'avoir la fringale pour anticiper le truc. Par contre, en vélo, je m'étais pris des fringales de l'espace. J'ai des souvenirs où genre j'étais complètement cloué à devoir m'allonger au bord du sentier, à devoir avaler du sucre pour essayer de repartir, à avoir des vertiges, tu vois, la vue qui se trouble et tout, enfin des sensations vraiment horribles quoi. Et à l'époque, vu que j'avais jamais découvert ça, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'en ai une ou deux, et puis après je m'étais dit bon bah écoute c'est la vie, c'est comme ça. Et puis j'avais d'autres exemples où après ça, quand je redescendais de mon col dans le Vercors, et ben je passais devant une boulangerie, je me prenais 3 sodas, 3 pâtisseries, et puis là ça allait mieux. Mais après tu vois, tu t'aperçois que ton corps il est saturé de sucre. T'as des sensations vraiment horribles, t'es un peu dans un état léthargique, tu rentres chez toi un peu comme tu peux et en fait j'étais un peu je découvrais ces sensations un petit peu pas très agréables, tu vois, mais tout en me disant bon bah écoute c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pas apporté assez à manger, il faut que je mange plus sur mon vélo, il faut que je mange un peu toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le livre Tous des héros dont je te parlais, où là l'auteur esquissait un peu les contours de ce que pouvait être un régime cétogène, où il parlait d'exploits de personnes qui couraient des heures et des heures avec une énergie débordante. Tu vois, il parlait d'énergie infinie, entre guillemets, comme je te disais. Et tu vois, quand je faisais parallèle avec mon expérience de la nutrition en sport, de mes fringales ou 2 heures de vélo, je me disais, bah, comment c'est possible il me parle de personnes qui ont une énergie infinie, qui partent courir des heures et des heures avec une énergie folle sans rien avaler. Alors que toi, au bout de 2 heures, tu étais en PLS sur le bord du Ah bah chemin. ouais. Moi, j'étais complètement KO et tout. Et là, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. Puis j'étais à un moment de ma vie, tu vois, où j'étais assez ouvert aux expérimentations. Et je me suis dit, bah écoute, il me raconte ça, ça a l'air trop cool. Je vais essayer. Si ça marche pas, tant pis, je reviendrai en arrière. Mais si ça marche, bah, ça peut être tout bénef. Et puis voilà. Tu as fait ton expérimentation tout seul. Tu ne t'es pas tourné vers un Mmh. diététicien, quelqu'un qui aurait pu Alors t'accompagner? non. Alors clairement, je conseille vraiment de pas faire n'importe quoi parce que ça demande pas mal de changements métaboliques et tout. Donc si les personnes qui nous écoutent ont des problèmes de santé, ont des problématiques, moi je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien, donc si vous voulez changer d'alimentation, soyez bien conscient de ce que ça peut changer dans votre métabolisme et tout. Allez vous faire conseiller par des médecins s'il faut. Donc voilà, moi je suis pas du tout médecin. Je partage mon expérience parce que ça a marché pour moi. Et en plus à l'époque, comme je te disais, il y avait aucun contenu en français et en France. Et je connaissais pas de nutritionniste quoi qui était un peu spécialisé là-dedans. Donc voilà, j'ai fait ma popote un peu tout seul. J'ai fait plein d'erreurs. Je savais pas que le terme cétogène existait, mais voilà, ça a été le début d'une aventure. Ça a été un peu le pied à l'étrier. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, oh, c'est marrant mon truc. Je vais créer un compte Instagram pour montrer mes plats à mes parents. J'ai créé donc Low Carb Frenchy. Et 5-6 ans plus tard, ça a quand même pris une certaine ampleur parce qu'aujourd'hui, c'est une partie de mon activité. Enfin, ça me prend pas mal de temps sur mon temps perso et tout. Donc voilà comment tout ça a commencé. Ouais. C'est à cette époque-là où tu as découvert l'existence de la cuisine, où tu réalisais déjà des bons petits plats auparavant? Non, bah, j'ai toujours bien aimé cuisiner. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi. J'aimais bien faire des petits plats, passer du temps en cuisine. Et avec le régime cétogène, j'ai continué cette passion de la cuisine, d'aller acheter au marché ces petits aliments parce que c'est hyper important en cétogène ou pas en cétogène d'ailleurs de baser son alimentation sur des produits frais, bruts, locaux, de saison, bio si possible et tout. Donc j'ai gardé ce truc de prendre du plaisir dans l'assiette, c'est hyper important pour pas manger toujours la même chose, pour varier et tout. Et donc ouais, c'est une partie que j'aime bien en cétogène parce qu'on découvre plein de nouveaux aliments, on apprend de nouvelles façons de cuisiner. Donc ça c'est hyper cool aussi, ouais. Avant, Olivier, de revenir en détail sur ce qu'est le régime cétogène, hein, parce que c'est l'objet de mon invitation et de ta présence sur le podcast aujourd'hui, je voulais revenir sur ta pratique. Tu le disais, elle est un petit peu
marginal. Tu es adepte des longues distances. Tu as réalisé des courses en sandales, un semi-marathon pieds nus et un marathon en plus en étant à jeun. C'est le fruit Oui. d'expérimentation. C'est ce côté aventure, cette envie de découvrir des choses sur toi-même, sur le côté humain. Est-ce que le corps peut te permettre de réaliser? Comment tu en es arrivé à ces différents défis? Si tu peux en expliquer Ouais. quelques-uns. Bah, bien sûr, en fait, c'est vrai que, comme tu l'as dit, je suis adepte de la course à pied minimaliste, en sandales ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai que je dirais que c'est le fruit d'une curiosité où tu vois, quand j'ai découvert des écrits, des livres, il y a notamment un livre qui s'appelle Born to Run, qui est un peu la référence en course à pied minimaliste de Christopher McDougall également, que je conseille à tous de lire parce que c'est vraiment une belle épopée, un super récit. Et en fait, tu vois, je pense que je suis assez curieux et quand je lis ce genre de récits d'athlètes qui ont une autre approche du sport, de la course à pied, un rapport qui est plutôt basé sur le fait d'exploiter les capacités naturelles du corps humain en mettant moins d'interférences entre son pied et le sol pour découvrir une autre façon de courir un petit peu différente et donc plus naturelle, comme je le disais. Tu vois, moi, je suis assez curieux et quand je lis ça, je me dis, ah, bah, ça a l'air cool, ça a l'air cool d'essayer. D'autant plus que quand j'ai découvert le principe de course à pied minimaliste, ça faisait pas longtemps que je courais, ça devait faire genre à peine un an, tu vois. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez important en course à pied minimaliste, pieds nus ou en sandales, parce qu'il y a plusieurs mouvements un peu parallèles. C'est qu'en fait, il vaut mieux commencer la course à pied minimaliste quand on n'a pas forcément de gros antécédents en course à pied et quand on n'a pas, je dirais, pris d'habitude à cause de chaussures ou qu'on n'a pas une foulée qui est bien installée. Parce que tu vois, si ça fait 20 ans que tu cours, et ben forcément ton corps il a enregistré une façon de courir d'un point de vue de la foulée, de l'attaque, soit talon, soit avant du pied, de la cadence, etc. Et en fait, après une expérience de 20 ans en course à pied, ça va être hyper dur de changer ses habitudes. Et si tu demandes du jour au lendemain à ton organisme de changer ses habitudes, et ben il va prendre un petit peu, ça va lui causer un certain stress, tu vois. Alors que si tu commences directement la course à pied en minimaliste, en sandales ou pieds nus ou quoi, et bien en fait ton organisme n'a pas encore d'antécédents et n'a pas encore pris d'habitude, donc tu vois il est un peu tout neuf et c'est un petit peu le meilleur moment pour lui faire apprendre directement les bonnes habitudes. Tu vois, c'est comme si ton organisme c'était un peu un pot de terre qui est pas encore cuit, hop, tu peux le façonner et puis une fois qu'il est cuit au bout de quelques années, bah là c'est un peu tard pour le faire changer de forme. Donc en fait j'ai découvert la course à pied minimaliste comme ça. Avant j'étais pas trop, je courais pas forcément en sandales et tout, mais j'ai directement pris l'habitude déjà d'avoir une foulée plutôt avant-pied assez légère. On dit souvent qu'il faut essayer d'apprendre à marcher ou à courir sur des œufs, à essayer de faire le moins de bruit possible. Et avant d'apprendre plein de trucs théoriques, de fréquence de cadence et tout, si juste tu essayes de courir et de te concentrer pour faire le moins de bruit possible en te disant je cours sur des œufs ou alors je cours dans mon couloir pour essayer de pas réveiller la nuit mes voisins de chambrée, tu vois. Et ben rien qu'en essayant de courir en faisant pas de bruit, en faisant le moins de bruit possible, et ben déjà tu vas changer ta façon de courir pour une façon qui est un peu plus souple, légère et qui peut te protéger des blessures. Donc voilà, depuis ça, c'était à, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Maintenant, je suis plutôt adepte des sandales et tout. Et comme tu le disais, ouais, j'ai fait quelques courses cette année. J'ai battu mes records sur semi-marathon et sur marathon en sandales. Et voilà, aujourd'hui, j'adore courir en sandales parce que tu te sens hyper libre. Tu sens que ton pied, il respire, il peut prendre une bonne position. Il est pas écrasé dans une chaussure. Donc voilà, c'est trop cool de courir en sandales. Et puis là, je suis en train de commencer un peu le trail, enfin de me remettre un peu au trail. Je sais pas si je vais le faire vraiment en sandales parce que il y a d'autres contraintes d'un point de vue des cailloux qui risquent de te tomber sur les pieds et tout. Mais ouais, c'est une aventure passionnante et tout. Et puis un peu des liens, comme tu disais, avec le régime cétogène, qui est du fait que quand tu es ouvert à l'expérimentation, à te dire, bah, je vais tenter quelque chose qui est un petit peu en décalage par rapport à ce que tout le monde fait, bah, psychologiquement, t'es OK pour tenter dans l'alimentation des choses un peu différentes et t'es un peu OK pour tenter d'un point de vue la façon de courir également. Dans la vie de tous les jours, tu te déplaces également en sandales ou est-ce que tu as quand même des chaussures fermées pour aller au Écoute, travail, pour aller en soirée? j'ai des chaussures fermées, tu vois, je les ai au pied là pour aller
au travail et tout. Mais c'est vrai que tu vois, je me suis surpris moi-même. En fait, je mettais les sandales vraiment que pour courir. Mais je me suis surpris moi-même maintenant, dès que je sors de chez moi pour aller faire les courses 10 minutes ou quoi, ou aller faire un petit tour à vélo, clairement, je suis bien mieux en sandales. Tu vois, je suis vraiment bien mieux en sandales. Là, on a fait une semaine de vélo avec ma copine sur toute la Vélodyssée, c'est un itinéraire qui longe l'Atlantique. Nous, on a fait La Rochelle, Biarritz en une semaine. Et en fait, vu que c'était un itinéraire vélo cool, j'ai tout fait en sandales parce que ouais, en fait, quand il fait chaud, que tes pieds respirent, en fait, c'est bien mieux. Et ouais, bon, tu vois, bon, allez, maintenant pour aller au boulot et tout, je mets des chaussures plus classiques. Mais ouais, puis dans les principes de minimalisme, on dit beau, on dit qu'il faut vraiment être le plus souvent pieds nus possible. Donc clairement, quand on est chez nous et tout, bah, il faut être le plus souvent pieds nus parce que c'est là que le pied apprend à bouger et tout. Et il y a aussi un truc qui est assez intéressant. Je suis pas concerné parce que j'ai pas d'enfant, mais on dit clairement, et là, faut aller écouter la clinique du coureur, Blaise Dubois et compagnie. Il est clair qu'il faut laisser les enfants le plus longtemps pieds nus possible, surtout au plus jeune âge, tu vois, quand les enfants apprennent à courir et tout. Vraiment, il faut pas leur mettre de chaussures, ou alors pas leur mettre de chaussures avec une semelle trop rigide et trop épaisse, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant développe sa proprioception, sa capacité à renforcer son pied et tout. Donc, ouais, vive le fait de marcher pieds nus sur la plage, sur l'herbe ou chez soi. Donc ça t'a valu quand même quelques articles, quelques publications pour mettre en lumière justement ces Ouais, courses en sandales, donc sur le marathon où tu l'as fait à jeun. Donc on reviendra tout à l'heure sur ouais. cette préparation donc d'avant-compétition au niveau alimentaire, mais pieds nus sur le semi-marathon de Lille avec un chrono d'1h20. Donc c'est que ça carbure quand même. Même sans Oui, le carbone, on arrive à performer. oui. Alors, bah, sur le côté carbone, pas carbone, en fait, moi, j'ai pris pas mal de recul là-dessus parce que tu vois, j'ai eu une période où je me suis dit, mais mince, en fait, j'ai des potes ou il y a des gens qui vont tirer un avantage du carbone et moi, j'ai pas cet avantage-là. Donc, pourquoi, pourquoi je n'achèterais pas des chaussures carbone? Parce que pour faire des records, pour gagner quelques minutes sur chaque distance. Et puis, tu vois, aujourd'hui, je suis plutôt à me dire, mes chronos, ils appartiennent qu'à moi parce que c'est les capacités qu'ont mon corps sans cet extérieur, même si je suis pas persuadé que le carbone, ça aide tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de biais psychologiques et de biais placebo là-dessus. Mais voilà, je me prends pas trop la tête. Maintenant, je préfère courir en mode naturel en mettant plutôt en avant les sensations, le plaisir de courir en mode naturel que la perf à tout prix. Et je sais que mes records, ils m'appartiennent à moi parce que je les ai fait en sandales. Et alors, ouais, tu as parlé de deux courses. Il y avait le marathon de Paris et le semi de Lille. En fait, le semi de Lille, je sais pas si tu viens de dire que je l'avais fait pieds nus ou en sandales, Alors moi j'ai vu une mais photo où tu finis pieds nus. oui, alors en fait, voilà, bon, je te fais l'histoire très rapidement. En fait, à l'époque, j'avais des sandales qui étaient super, mais qui ne résistaient pas à la pluie parce que quand il pleuvait, j'avais le pied qui bougeait dans la sandale et du coup, à chaque pas, mon pied glissait dans la sandale et je perdais genre, tu vois, il y avait genre 2-3 centimètres de jeu, ce qui me faisait perdre une énergie folle à chaque foulée, à chaque relance. Du coup, j'avais le plan de faire le marathon de Paris avec ces sandales et le semi qui était 2 semaines avant, c'était la course idéale pour bien valider des chaussures. C'était le semi de Lille, donc en mars 2023, donc en mars il y a quelques mois. Et en fait, je pars en sandales, tout va bien. Et sauf qu'au bout de 3 kilomètres, il se met à pleuvoir des cordes. Et là, je sens, comme je te disais, mon pied qui glisse dans la sandale, j'arrivais plus à tenir l'allure, sachant que j'avais des potes qui m'ont fait meneur d'allure. C'est un peu enfin, un peu énervant la course à pied parce que tu vois, on était sur des bases de 1h20. Moi, j'étais à bloc à 3,45 au kilo et puis eux, ils étaient en mode footing du dimanche à discuter, tu vois. Donc, la course à pied, c'était vraiment un sport trop ingrat. Et du coup, au bout de 3 kilomètres, donc on part avec mes potes en mode meneur d'allure juste devant moi. Et au bout de 3 kilomètres, avec les pieds trempés, je vois que eux ne ralentissent pas l'allure, mais moi, je suis à la traîne parce que je perds du terrain à chaque fois, je relance et tout. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu subis la course? Il reste genre 18, il reste 15-18 kilomètres. Est-ce que tu subis tout le long? Est-ce que tu vas te faire des cloques parce que tu as les pieds qui bougent? Et là, je me suis dit, bah en fait, t'as pas le choix. Et instinctivement, je me suis dit, enlève tes sandales, tu finis la course pieds nus. Donc tu vois,
C'est un peu marrant, mais je m'arrête au bord de la route, j'enlève mes sandales, je continue avec les sandales à la main. Et en fait, c'était le semi de Lille et qui passait à 50 mètres de chez moi. Donc, j'ai fait quelques kilomètres avec les sandales à la main. Et en fait, j'ai perdu genre 20 secondes dans l'affaire, le temps de m'arrêter, tu vois, avec le cœur qui est à 180, bah, c'est quand même dur d'enlever ses sandales et tout, mais j'ai perdu 20 secondes dans l'affaire. Je pensais avoir perdu mes potes meneurs d'allure pour de bon. Et en fait, quand je relève les yeux, bah, tu vois, ils étaient 20 secondes devant moi, donc ça fait quoi? Ça fait 150 mètres. Et en fait, progressivement, j'ai réussi à les rattraper. Et en fait, j'ai attendu que la trace passe le plus près de chez moi possible pour poser les sandales au bord de la route en espérant les retrouver à l'arrivée. Et j'ai les retrouvés par chance à la ligne d'arrivée. Et en fait, pour terminer l'histoire, moi, je bats mon record. Je fais 1h20, 48 ou 49, je pense. Donc, j'étais hyper content parce que j'avais pas de super sensations à ce moment-là, mais j'étais un peu dans l'optique de viser à peu près 1h20. Et alors que mon record, c'est genre 1:22:30, tu vois, un truc comme ça. Donc, je bats quand même bien mon record malgré le fait de m'être arrêté 20 secondes et puis de finir en sandales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais à Lille, ma copine était sur le bord de la route pour faire des photos. Le soir même, je mets une photo sur mon compte Insta pour dire record au semi-marathon. Et la photo, j'étais pieds nus, entouré d'un bon groupe avec des chaussures en carbone. Et tu vois, je trouvais la photo assez marrante, pieds nus. Et en fait, je poste la photo, je pense que c'était le dimanche soir de la course, et rapidement, il y a le média Runix, je sais pas si tu le connais, mais un média qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés, qui fait pas mal de posts en mode, ils font pas mal de posts sur des performances un peu insolites, genre le mec qui court en échasse, le mec qui court déguisé en dinosaure, qui court en crocs et tout. Et du coup, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, salut, est-ce que ça t'intéresse qu'on te reposte? Et en fait, moi, j'ai dit oui, sans trop savoir, parce que je trouvais ça marrant, sans trop savoir ce qui allait se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont posté. Et genre 2 heures plus tard, j'avais tous mes potes qui m'envoyaient des messages. Mon téléphone faisait que sonner parce qu'en fait, quelques temps plus tard, il y avait genre des milliers de commentaires, des milliers de likes sur la publication. Et en fait, je recevais plein de messages. J'ai complètement été pris de court. Et tu vois, ça faisait assez bizarre de lire tous ces commentaires, d'avoir une espèce de liste de commentaires qui n'en finissait plus. Tu vois, c'était infini le truc. Il y avait, aujourd'hui, je sais pas si tu vas voir, je sais pas combien de commentaires, je sais pas si on a genre 3000 ou quoi, tu vois. Mais ça fait un peu bizarre d'avoir sa tête avec 3000 commentaires en dessous. Donc, je trouvais ça marrant sur le coup parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais au final, voilà, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Donc, Positif? bon. Les gens n'étaient pas Ouais, forcément oui, oui, négatifs sur ta performance. globalement positif. Enfin, il y avait un peu de tout. Donc, globalement, c'était bienveillant, c'était assez positif. Après, il y a beaucoup de gens qui disaient c'est n'importe quoi, il va se blesser ou alors, et puis quoi encore, pourquoi pas faire un marathon en Crocs ou en échasse, pareil, comme je te disais, tu vois. Alors que moi, je pense, enfin, c'est un opinion perso, mais que courir pieds nus, c'est quelque chose de naturel. Notre organisme est fait pour ça. Donc, a priori, c'est pas trop, si on est entraîné pour, bah, c'est pas quelque chose de mauvais pour le corps. Par contre, je pense que courir en échasse ou en talons ou en crocs, j'ai pas trop étudié la question, mais a priori, c'est quand même différent d'un point de vue physiologique. Tu vois, on n'est pas forcément fait pour courir en échasse. Du coup, il y avait pas mal de commentaires plus ou moins sceptiques, négatifs, positifs. Bon, après, je trouvais ça marrant, ça permettait de faire connaître un peu la course à pied en sandales. Ou alors beaucoup de gens qui disaient c'est n'importe, enfin, qui disaient ouais, ils sont tous en lame carbone et ils devaient être deg d'avoir été battus par quelqu'un qui est pieds nus. Du coup, bon, je trouvais l'anecdote marrante et ça s'est arrêté là. Et du coup, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour expliquer un peu le pourquoi du comment, pour parler un peu de chaussures minimalistes. Et je trouve que au-delà de ma propre personne qui a été un peu affichée comme ça, si ça a fait parler de chaussures minimalistes, chaussures pieds nus, enfin de course à pied nus, bah c'est hyper cool. S'il y a des gens qui sont curieux, qui se disent ah bah ça a l'air trop marrant, moi je vais essayer, je vais finir mes footings sur l'herbe ou sur la plage par 5 minutes pieds nus, et ben c'est tout le positif et c'est ce que je retiens. Si on bascule Yes. sur le régime cétogène, on abordera ton marathon à jeun tout à l'heure, puisqu'on Ouais, bien parlera sûr. de l'alimentation en course. Est-ce que tu pourrais rappeler ou définir ce qu'est le régime cétogène? Bien sûr, ouais, bah, je vais le définir très rapidement.
En gros, l'alimentation du sportif classique que j'ai décrite en début d'épisode et que tout le monde connaît, c'est globalement, on mange des féculents ou on mange du sucre pour remplir ses réservoirs de sucre. Et en fait, le sucre il va être transformé en glucose et en glycogène par l'organisme. Et c'est ça qui va fournir l'énergie nécessaire à l'organisme pour courir. Donc tout simplement, on mange un plat de pâtes 3 heures avant sa sortie. On a ses réserves de sucre qui sont au maximum. On part faire son footing. Pendant son footing, progressivement, l'organisme va puiser dans ses réserves de sucre. Du coup, les réserves, forcément, elles vont diminuer. Et si la sortie est courte, genre 1 heure, 2 heures à basse intensité, on rentre chez soi, on n'a pas eu besoin de manger, on se refait un plat de pâtes et là, on fait remonter ses réserves de sucre et on fait remonter ce qu'on appelle la glycémie. Donc la glycémie, c'est la quantification de la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Par contre, si les sorties sont à plus haute intensité ou sont plus longues, typiquement un semi-marathon, un marathon, une sortie longue, au bout d'un moment dans sa sortie, les réserves de sucre vont être un petit peu à un niveau limite, donc un petit peu basse. Et c'est là où on se ravitaille. Donc, au marathon de Paris, hop, on prend un quartier d'orange ou un tuc, on se ravitaille. Ou alors, on a un gel énergétique dans sa poche. Et là, on fait remonter sa glycémie. Donc, en fait, progressivement sur les sorties longues, on a la glycémie qui va augmenter, qui va rediminuer, qui va augmenter, qui va faire un peu yo-yo comme ça, parce qu'en fait, tout simplement, les réserves de sucre, elles sont limitées à environ 2000-2500 calories. Donc, quelques centaines de grammes de sucre au maximum. Donc, en fait, tu dis, tu as une sortie longue, tu as envie de manger 4 kilos de pâtes, même si tu vas les digérer, mais admettons que tu as envie de manger 4 kilos de pâtes parce que tu te dis, je vais me dépenser pendant 5 heures, il me faut une énergie folle. Mais en fait, si tu manges 4 kilos de pâtes, ça sert à rien parce que ton organisme ne pourra pas stocker autant de glucides. En parallèle, à contrario, on a un deuxième réservoir d'énergie qui est moins connu parce que tant que tu manges du sucre, ton corps a aucun intérêt à utiliser une autre source d'énergie parce qu'il préfère utiliser les sucres et les glucides. Mais la deuxième source d'énergie, c'est les matières grasses. Donc en fait, toi, moi, n'importe quel sportif ou sportive, on a alors c'est un exemple que je prends qui est assez facile à calculer, mais admettons que tu fais 50 kilos, que tu as 10% de matière grasse en toi, et en fait, tu as 5 kilos de matière grasse en toi. Si tu as 20% de matière grasse, tu as 10 kilos, etc. Donc en fait, les 5 ou 10 kilos, tu vois, si tu prends un jerrycan de 10 kilos d'eau que tu le pèses, tu t'aperçois que c'est quand même très très lourd. Et en fait, tout ça, c'est des matières grasses qu'on a stockées en nous, dans les tissus adipeux, qui potentiellement peuvent être utilisés comme source d'énergie. Donc, tu vois, admettons que tu as un jerrycan de 10 kilos et que tu te dis, ça peut être ma source d'énergie. Tu comprends bien que tu peux partir théoriquement, parce que là, c'est vraiment la théorie apprendre avec des grosses pincettes. Mais si tu apprends à utiliser ces 10 kilos de lipides que tu as en toi, potentiellement, tu peux aller courir, pédaler, nager, faire de la randonnée, faire le sport que tu veux pendant 10, 20, 30 heures avec très peu d'alimentation parce que tu as des réserves qui sont immenses. Ton corps, il va puiser dans ses réserves très progressivement, mais contrairement aux 2000 calories de sucre, en fait, pour arriver au bout d'une réserve de 10 kilos, il faut vraiment faire des bornes et des bornes. Et en fait, l'avantage du régime cétogène, c'est que à partir du moment où tu tapes dans ces réserves immenses, en fait, tu tapes quasiment plus. Ça, c'est aussi à prendre avec des grosses pincettes. Ça dépend des cas, ça dépend des intensités d'effort et tout. Mais tu tapes quasiment plus dans tes réserves de sucre. Donc, en fait, ta glycémie, au lieu de faire le yo-yo comme je t'ai décrit tout à l'heure, ta glycémie, elle est quasiment stable. Ou alors, si tu es sur des intensités d'effort un petit peu plus élevées, ta glycémie va baisser, mais à une vitesse qui est ultra faible. Donc, en fait, quand tu manges du sucre, tu dois manger genre 80 grammes de sucre par heure d'effort. Si tu es en régime cétogène, tes besoins en sucre, ils sont entre 0 g et 10 grammes par heure d'effort. Donc, en fait, tu ouvres tout un monde. C'est vraiment une autre façon de voir la nutrition sportive. Mais quand tu découvres ça et que tu expérimentes le fait de courir, de pédaler pendant des heures et des heures avec une énergie stable, parce que ta glycémie, elle fait plus de yo-yo, tu n'as plus les hypoglycémies dont je t'ai parlé dans le Vercors, tu vois, tu te prends une claque parce que quand tu vois, tu fais 3 heures de. Moi, les premières fois où je faisais 3 heures de trail en me disant, ok, au bout d'un moment, je vais avoir faim, il va falloir que je mange, et que je courais, et que j'avais jamais faim, je me disais, c'est fou ce truc.
Donc voilà comment j'ai découvert ça et le principe du régime cétogène pour le sport. Rapidement, voilà. Ce double carburant, on est un peu comme une Ouais, voiture hybride, hein, avec exactement. l'apport de sucre d'un côté et les graisses. Comment on va pouvoir, comme tu l'as dit, ouvrir cette porte? Comment on va aller débloquer peut-être Ouais. ce carburant parce qu'il n'est peut-être pas accessible vu que l'on est plutôt adepte d'une consommation de féculents, de sucre pour notre pratique sportive. Comment on va aller débloquer ces petites capsules de graisse pour nous permettre d'avancer et de continuer à courir pendant des heures? Eh ben, tu as très justement utilisé l'image de la voiture hybride que j'utilise hyper souvent, qui est une super image pour comprendre qu'en gros, une voiture hybride, c'est une voiture qui a deux réservoirs d'énergie, qui a l'électricité et l'essence. Et nous, c'est exactement la même chose. On a les sucres et les graisses qui sont nos deux réservoirs d'énergie. Par contre, comme tu l'as justement expliqué, il faut avoir la clé du carburant qui sont les lipides parce qu'en fait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand tu manges des glucides, ton corps il a aucun intérêt à brûler des graisses parce que il préfère brûler des glucides. C'est beaucoup plus simple pour lui de brûler des glucides. Tu as moins de transformations qui doivent se faire, qui doivent s'opérer grâce à des hormones et tout. Et tant que tu manges des glucides, en gros, l'hormone qui s'appelle l'insuline, qui est faite pour réguler ta glycémie, eh ben, elle va inhiber la capacité de l'organisme à brûler des graisses. Du coup, si on veut apprendre à commencer à brûler des matières grasses lors de sa pratique sportive, il faut changer son alimentation au quotidien, non pas juste autour des séances, mais vraiment au quotidien, et passer sur des régimes qu'on peut qualifier de low carb ou de cétogène. Le principe de ces régimes, c'est qu'en fait, dans son alimentation de tous les jours, on va limiter au maximum sa consommation de glucides. C'est à la fois les sucres complexes et à la fois les sucres simples. Donc en fait, moi, l'erreur que j'avais fait au début quand j'ai commencé, c'est que je limitais uniquement mes sucres rapides. Ça veut dire que j'avais éliminé de mon alimentation le sucre de table, donc le sucre blanc, les sodas, les pâtisseries, les fruits, les jus de fruits, etc. Sauf qu'il faut également limiter ces glucides. Donc ça, c'est les sucres complexes. Donc c'est tous les féculents du sportif, c'est les pâtes, le pain, le riz, le quinoa, les céréales, etc. Donc tu vois, quand tu es sportif et que on t'apprend qu'il faut vraiment recharger ses réserves de glucides complexes avant les séances, eh ben tu te dis, et moi j'étais le premier à me dire, mais en fait si j'ai si je recherche pas mon carburant en glucides complexes, en féculents, je vais pas avoir de l'énergie pour mes efforts sportifs. Sauf qu'en fait, c'est à partir du moment où tu as des réserves de glycogène qui sont basses, parce que quand tu manges pas de glycogène pendant les quelques premières heures ou les premiers jours, ton organisme il brûle les réserves de glycogène qu'il a et de sucre. Au bout d'un moment, elles sont vidées. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il va commencer à utiliser les matières grasses comme source d'énergie parce que c'est un mécanisme qui est parfaitement connu et ancré en nous parce qu'on est fait on a évolué dans un environnement où il n'y avait pas de sucre à gogo et pas de champ de céréales à gogo pour nous fournir des pâtes. Et voilà, c'est vraiment premier point, on change son alimentation, on réduit sa consommation de glucides et de sucre, donc excite les féculents et les pâtisseries. Et on reste sur cette alimentation suffisamment longtemps parce qu'on respecte une période qu'on appelle céto-adaptation. Pendant cette période, le corps apprend à brûler des matières grasses dans la vie de tous les jours et pour l'effort sportif. Et c'est au bout de quelques semaines ou quelques mois qu'on devient performant à brûler des matières grasses pendant l'effort et d'un point de vue sportif, qu'on est vraiment en mode brûleur de graisse, énergie entre guillemets infinie. Et c'est là qu'on découvre les plaisirs de courir ou de pédaler des heures avec une glycémie qui est stable, avec une énergie beaucoup plus stable. Ouais. Combien de temps ça a pris pour toi, cette céto-adaptation? Parce que on peut peut-être pas basculer du jour au lendemain comme ça, d'une Oui, consommation peut-être à outrance parfois de glucides à presque plus. Je crois que c'est 25-75 grammes seulement de glucides par jour. Ça fait c'est très ça. peu si on regarde ça dans son assiette. Oui, alors comme tu disais, d'un point de vue quantitatif, sans rentrer dans les détails, mais en gros, s'il y a des gens qui s'intéressent un peu à la nutrition, qui comptent un peu leurs macronutriments, on parle pour commencer d'une limite haute qui est de à peu près 25 grammes de glucides. Après, avec les années, on peut augmenter, enfin avec les mois qui passent, on peut passer à 50, 75, 100 grammes. Et d'un point de vue du temps, alors, je suis pas un bon exemple parce que comme je t'expliquais au début du podcast, moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune littérature là-dessus qui m'expliquait
les erreurs à ne pas commettre. Du coup, j'ai fait plein d'erreurs. Du coup, moi, ça a pris vraiment des mois et des mois. Mais par contre, ce que j'explique un peu dans mes programmes, dans mon livre et tout, sur mon site internet, c'est que si tu fais les choses bien, en gros, si tu es sédentaire, il va te falloir 2 semaines. Il faut 2 semaines à l'organisme pour switcher d'un carburant à l'autre. Par contre, d'un point de vue du sport, que ce soit d'un sport loisir ou que ce soit d'un sport performance, il faut plus de temps. Ça peut se compter en mois. En fait, ce que j'explique souvent, il faut être vraiment hyper attentif d'un point de vue de l'entraînement sportif. C'est que on a parlé des changements à faire dans l'assiette, mais il y a aussi des changements à faire d'un point de vue de l'entraînement sportif. Et en fait, pendant les premières semaines, les premiers mois de céto-adaptation, il faut respecter une intensité d'effort donnée. Et il faut, disons, un petit peu oublier les efforts intenses. Il faut oublier les fractionnés. Il y a quelque chose qui est vraiment à savoir en régime cétogène, c'est que lors des premières semaines, premiers mois, il faut pas espérer battre ses records. En fait, alors ça, je sais que c'est une période qui est un peu compliquée, qui peut être un peu frustrante, mais en gros, faut bien se dire, ok, les premiers mois, je fais plus trop de fractionnés, j'oublie un peu ça. Je vais pas faire de l'intensité parce qu'en fait, le principe, c'est que les matières grasses, elles seront utilisées pour des efforts à basse intensité et les sucres, ils sont préférés pour des efforts à haute intensité. Donc en fait, si tu prives ton organisme de sucre, eh ben, au début, il faut vraiment rester sur des intensités basses. Et c'est progressivement que l'organisme redevient capable de refaire un peu des intensités hautes. C'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde de pas forcément faire de compète. C'est pas forcément une bonne idée. Tu vois, si tu fais un 10 km en semi-marathon au bout de 3 semaines de cétogène, ton organisme va rien comprendre parce qu'il a plus sa source d'énergie habituelle. Donc, ça sert pas à grand chose. C'est pour ça que le régime cétogène, je trouve qu'il est pas mal à faire, à commencer genre en octobre-novembre, tu vois, quand tu as un peu fini tes compètes de l'été ou quoi. Tu commences en octobre-novembre et puis tu te dis, bah, mon prochain gros objectif, ça dépend des sports, mais en gros, c'est avril, tu vois, les premiers marathons, les premiers trails et tout. Donc, ça te laisse un peu de temps, le temps pour t'adapter. Mais oui, clairement, la adaptation, ça dure entre 2 semaines et quelques mois. Faut oublier un peu les intensités pendant cette période. Par contre, c'est un peu des, c'est un peu des contraintes qu'il faut accepter, mais tout en se disant, ça sera pour quelque chose de positif plus tard. De Voilà, toute en façon, gros. le terme régime, Olivier, apporte bien souvent des contraintes. Quand on me parle, moi, de Oui, régime, ça met forcément des barrières sur une pratique qui bien était sûr. Ouais. la nôtre auparavant. En dehors de cette énergie infinie, quels seraient les autres bénéfices pour toi en tant que sportif? Est-ce qu'il y a moins d'inflammation? Est-ce que les blessures sont moindres? Qu'est-ce que tu as constaté de par tes diverses expérimentations? Alors, il y a quelques études qui parlent d'une meilleure récupération parce que tu as moins de création de radicaux libres et tout. Donc, on constate une meilleure récupération. Après, il y a un avantage qui est certain qui peut avoir lieu à vélo, mais en course à pied encore plus. Ce qui fait que vu que pendant l'effort, tu as besoin de moins t'alimenter, et ben en fait, tu vas réduire ton risque de troubles digestifs. Parce qu'en fait, les troubles digestifs, ils ont lieu en course à pied notamment par rapport à deux choses. C'est que premièrement, tu manges pendant l'effort, et ben en fait, ton estomac va avoir besoin de sang pour pour digérer, et en fait, le sang qui va être réinjecté pour la digestion, c'est ça de sang en moins qui va être disponible pour les muscles. Du coup, d'un point de vue des sensations, ça va être, tu as des risques. Et puis également, ton estomac va avoir moins de sang disponible. Du coup, tu vas avoir plus de risques de ballonnement, etc. Tu vois, je pense que on est un peu tous d'accord de dire que si tu manges une grosse plâtrée de n'importe quel aliment avant de courir, bah, ça va pas être très agréable, tu vois. Des fois, c'est mieux de manger. On conseille toujours de manger genre 3 heures avant, ou alors de partir un peu à jeun pour faire des efforts cool. Donc ça, le fait de limiter les ballonnements, les troubles digestifs, c'est un avantage qui est vraiment hyper intéressant. Les troubles digestifs en trail, en ultra trail, c'est une des causes d'abandon Les plus communes, importantes, ouais. les plus importantes. Donc tu vois, déjà tu limites quand même ces risques. Tu dis ah bah si je fais un ultra trail, j'ai quand même moins de risques d'abandon. C'est aussi d'un point de vue digestif,
où il y a un avantage hyper intéressant, c'est qu'en fait, si tu as une alimentation riche en sucre pendant trop longtemps, genre un ultra trail, un effort de 10 heures, un Ironman ou je ne sais quoi, et ben en fait, tu vas flirter pendant longtemps avec la limite de tolérance de ton organisme au sucre. Ça veut dire qu'en gros, il y a une limite qui est admise, qui est d'à peu près 80 à 100 grammes de glucides par heure d'effort. Du coup, si tu fais un triathlon, un effort de 10 heures, et que tu manges 80 grammes de sucre par heure d'effort pendant 10 heures, à la fin de ton triathlon, ça te fait 800 grammes. Donc, du coup, tu imagines un peu la quantité que c'est. Et en fait, puisque ton organisme ne veut pas digérer plus que genre 80 ou 100 grammes et que tu vas flirter avec cette limite, en fait, tu vas être dans une zone qui est un peu dangereuse. Et ça peut être à ce moment-là. Donc, en fait, tu peux manger 80 grammes de sucre par heure pendant un marathon de 3 à 4 heures. Ton organisme va les tolérer. Par contre, sur des efforts de 10, 20 heures, eh ben, au bout d'un moment, il y a un risque que ton organisme tout entier dit, moi, je suis saturé de sucre, je peux plus les digérer, on arrête là. Par contre, si tu es au milieu de ton ultra trail et qu'il te reste 10 heures à faire, qu'il te reste 50 kilomètres ou 100 kilomètres et que ton organisme a dit stop, je peux plus digérer, je veux plus manger de sucre et que ton corps ne sait pas utiliser matière grasse, là, tu vas être bloqué et ça va devenir compliqué. Donc voilà, ça, c'est vraiment deux avantages qui sont hyper intéressants d'un point de vue de la digestion parce que tu limites ta consommation de sucre, tu manges un petit peu moins, du coup, ton organisme a moins besoin de digérer. Ça, c'est les avantages clairs. Après, ouais, il y a un des immenses avantages que j'ai expliqué au début, c'est que ta glycémie, elle fait plus du tout le yo-yo. Du coup, tu te sens vraiment mieux sur du long terme. Tu as vraiment une clarté d'esprit, tu n'as plus trop de moments vraiment où tu es dans le dur. Tu vois, moi, quand j'explique que en 6-7 ans de régime cétogène, j'ai plus connu une hypoglycémie ou une sensation de fringale vraiment dure, bah, enfin, c'est vraiment trop bien. J'ai vraiment une liberté. Et ça, sur les efforts où tu as un peu une notion de sécurité qui est importante. Si tu fais un 10 km de route et que tu dois t'allonger par terre, bon, c'est pas trop grave. Si tu fais un ultra trail et que tu sais que tu vas passer un col à 2500 mètres d'altitude en pleine nuit, bah, je peux dire que là, t'as quand même pas intérêt à devoir t'arrêter et devoir t'allonger pendant 3 heures, hein, parce que tu sais que tu vas te cailler, qu'il y a que, je sais pas, c'est un environnement dangereux, t'as des ravins et tout. Donc, si tu sais que t'as une clarté d'esprit qui va être vraiment stable en tout ton effort, ça, pour les sports d'itinérance, les randos et tout, c'est trop, trop bien, quoi. Et rien que pour ça, jamais je retournerai en arrière, clairement. Alors tu dis, ma glycémie ne bouge pas. Est-ce que tu as des Ouais, moyens de l'évaluer? Est-ce que tu t'es bah, bien équipé sûr, ouais. d'un capteur type Super Sapiens pour justement contrôler cette Ouais. évolution du taux de sucre au fil des heures sur de la très très longue distance? Ouais, bah carrément, c'est bien que tu parles de Super Sapiens parce que c'est un peu la référence dans le domaine. Et j'ai eu la chance d'essayer ces produits. Donc en gros, c'est un appareil où tu as un patch sur l'avant-bras, enfin sur enfin pas l'avant-bras, le haut du Sur bras, je le sais pas comment bras, on oui. appelle ça. Sur le bras, tu as un patch avec un petit pic qui te mesure ta glycémie en temps réel et tu as une application qui te permet de voir la courbe sur ton téléphone ou sur ton compteur ou ta montre Garmin, donc ultra cool. Et en fait, on m'a prêté ça, j'ai essayé sur la Race Cross France, donc je t'en parlais au début du podcast, mais en gros la Race Cross France, je l'ai terminé 2 années d'affilée, c'est 2500 km en autonomie et en gros c'est des durées d'effort à mon niveau qui sont d'à peu près 7 jours. Donc en fait, pendant 7 jours, tu roules en moyenne entre 15 et 22 heures par tranche de 24 heures. Donc tu vois, en gros, tu passes ta journée à rouler à vélo, tu t'arrêtes jamais. Et moi, donc j'avais le capteur Super Sapiens. Et en fait, c'était hyper intéressant pour regarder ma glycémie en temps réel et puis un petit peu pour valider d'un point de vue scientifique. On peut pas faire d'études scientifiques parce que c'est à une seule personne, c'est pas à l'échelle d'un groupe entier. Mais moi, je regardais un peu ma glycémie tout le temps. Et même si les premiers jours de course, j'étais en mode cétogène ultra strict. Donc, en gros, l'alimentation cétogène en course, c'est quoi? C'est beaucoup d'oléagineux, donc amandes, noix, noisettes, cacahuètes, macadamia, etc. C'est beaucoup de fromage, des saucissons si on mange de la viande ou des choses comme ça, tu vois. Donc moi, pendant les premiers jours, j'étais vraiment en mode focus cétogène. Et là, j'ai constaté que malgré le fait que je mangeais très peu de glucides, bah, en fait, ma glycémie, elle était stable. Et ça, je ferai un article sur mon site internet là-dessus parce que j'ai toutes les captures d'écran. Donc, c'est hyper intéressant de montrer vraiment la réalité.
Et il y a quelque chose qui est assez troublant là-dedans, de se dire, bah, j'ai pas mangé de sucre, mais mon organisme, à certains moments de la course, a fait remonter ma glycémie. Donc, tu vois, ça, d'un point de vue intellectuel, c'est trop bizarre de se dire ça. Mais en fait, c'est explicable scientifiquement parce qu'en fait, l'organisme, quand on passe en mode cétogène, il est capable de produire du glucose à partir des matières grasses en passant par une molécule qui s'appelle les corps cétoniques. C'est pour ça qu'on appelle ça le régime cétogène, pour faire une petite parenthèse. Donc ouais, j'ai constaté grâce à Super Sapiens que ma glycémie était stable. Par contre, ça c'est hyper intéressant aussi, c'est d'expliquer à tout le monde que la glycémie par rapport à un régime plutôt riche en glucides, elle est stable, mais elle est à des niveaux qui sont vraiment bas. Donc ça, c'est un peu bizarre à comprendre, c'est qu'en gros, si je montre ça à des médecins qui vont me parler de nutrition du sport, ils vont me dire que clairement, j'ai une glycémie qui est trop basse pour l'effort physique, parce que si des gens savent sont les vraies valeurs de glycémie, j'étais à peu près entre 80 et 100, 120 120 de glycémie. Je sais pas là, je me rappelle pas de quelle est l'échelle, si c'est en millimol par décilitre ou je ne sais quoi. Mais voilà, elle était entre 80 et 120 grammes. Alors qu'on dit plutôt que pendant l'effort physique, il faut être autour de 150, 180, il me semble. Et d'ailleurs, Super Sapiens me disait que j'étais en zone de récupération et que j'étais pas en zone d'effort physique. Donc voilà, je l'ai mesuré, c'est hyper intéressant. Si des gens ont un peu les moyens, parce que c'est des choses un peu chères, mais ils veulent se lancer en cétogène et veulent mesurer avec Super Sapiens, parce que tu vois, avec les années, tu sais un petit peu quand ta glycémie est un peu basse. Par contre, au début, c'est hyper intéressant pour mesurer sa glycémie, pour pas prendre de risques si ça fait un mois que tu es en régime cétogène et que tu n'as pas trop de recul en fait. Alors, dans l'assiette d'un pratiquant du régime cétogène, qu'est-ce que l'on va y trouver? Il faut de la couleur, il faut de la variété, mais on bannit donc tous ces féculents et tous ces glucides. Est-ce que ça réduit pas quand même le champ des possibles? Est-ce qu'on arrive quand même à mettre des choses dans l'assiette? Si oui, ben, dis-nous, Olivier, ce que l'on peut mettre. Ben, alors déjà, faut que tu sois clair et honnête avec tout le monde. Forcément, je viens de parler d'un groupe entier d'aliments dont on va éliminer la consommation ou alors qu'on va restreindre au maximum. Donc forcément, c'est plus contraignant qu'une alimentation plus classique. Par contre, on peut vraiment se faire plaisir, manger diversifié, avoir des repas colorés, qui ont plein de goût et tout. Et concrètement, une assiette cétogène, c'est quoi? C'est des bons légumes de saison. Dans l'idéal, c'est de privilégier les légumes verts qui sont plus pauvres en glucides que d'autres légumes. Donc, en gros, pour faire simple, les épinards, c'est plus pauvre en glucides que les carottes ou les oignons. Du coup, on va privilégier ça. Donc voilà, l'assiette, c'est une grande partie légumes verts, légumes crus, légumes cuits. Après, on a une belle source de protéines. Donc ça peut être viande, ça peut être poisson, ça peut être œuf. Et ensuite, on a des bonnes matières grasses. Donc, les bonnes matières grasses, c'est quoi? C'est qu'on se limite pas forcément en beurre pour la cuisson, en huile d'olive pour la cuisson, ou alors dans les salades. Et en fait, en régime cétogène, puisqu'on réduit sa consommation de glucides et qu'on va avoir ça en calories qui vont être ingérées en moins, on va augmenter un petit peu sa consommation de matières grasses. C'est-à-dire qu'en gros, on passe à peu près 40-50% des calories qui sont consommées en matière grasse. Donc ça fait peur un petit peu comme ça quand on... Ben oui, est-ce que c'est pas trop? Parce que les médecins, là, ils peuvent tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que vous ne mangez pas trop gras, monsieur? Et non, finalement, oui, ça fait partie des bases. Ça fait partie des principes. Ça fait partie un peu des principes. Et en fait, on mange plus de matières grasses. On va utiliser les matières grasses. Et en fait, d'un point de vue des bilans sanguins, on explique que ça va un peu changer les profils de cholestérol notamment, mais finalement, il n'y a pas trop de risques parce que ça réduit aussi beaucoup tous les facteurs d'inflammation. Et en fait, le tout, c'est de pas d'avoir un régime bourré de matières grasses et bourré de glucides en même temps. C'est que si tu limites ta consommation de glucides, tes niveaux d'insuline vont baisser et tu vas plus avoir le principe qui est que quand tu manges beaucoup de glucides, en fait, ils vont être stockés sous la forme de matières grasses. Donc en fait, même si tu manges des matières grasses, c'est pas ça qui te fait prendre du poids parce que c'est parfaitement documenté et expliqué que c'est plutôt la surconsommation en glucides qui risque de te faire prendre du poids par ce mécanisme d'insuline qui va te faire stocker les glucides, les transformer en matière grasse.
on consomme vraiment du local, on cuisine à la maison, donc on abandonne Oui, tout ce qui est produit, on va dire, industriel, ce qui fait que on est oui. peut-être plus à même de savoir ce qu'on met dans son assiette. Bah, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des produits labellisés low carb ou cétogènes qui commencent à faire leur apparition sur le marché. Ou alors, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent ou des sites internet qui expliquent quels produits cétogènes ou quoi consommer. Mais moi, je suis plutôt partisan de dire la base de l'alimentation, ça doit être vraiment produits frais de saison, colorés, le moins transformé possible. Parce que d'un point de vue de la santé, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Et en fait, si on base son alimentation là-dessus, eh ben, on a aucun intérêt à se gaver de produits industriels. Après, si il vaut mieux manger de temps en temps un produit industriel pauvre en glucides pour se faire plaisir, plutôt que d'aller manger le même produit bourré de sucre si tu veux limiter ta consommation de sucre. Malgré tout, moi, je suis plutôt partisan de dire il faut pas regarder que les macronutriments et que le fait qu'un produit soit pauvre en glucides, mais c'est hyper important de manger peu transformé, bio, local, de saison, etc. Ouais. Est-ce que tu as un rythme avec des prises alimentaires qui sont différentes d'une alimentation classique? Est-ce que le matin, tu t'autorises à sauter le petit déjeuner parce que tu n'en ressens pas le besoin? Comment tu organises sur la journée tes prises alimentaires? Alors oui, en effet, ça fait des années que je mange plus beaucoup de petits déjeuners. Tu vois, j'en mange quasiment pas la semaine avant d'aller au boulot. J'en mange des fois le week-end parce que c'est des moments en famille et tout. Mais il y a quelque chose qui est intéressant en régime cétogène, c'est de passer en mode jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu manges seulement 2 repas dans la journée et tu as une fenêtre qui est d'à peu près 15-18 heures dans la journée où tu vas pas manger. Et ça, c'est une aide certaine quand tu débutes le régime cétogène parce que cette fenêtre sans alimentation, ça va t'aider à baisser encore plus tes niveaux d'insuline et à encore plus puiser dans tes réserves de sucre pour les vider petit peu plus rapidement. Et ça aide ton organisme à taper un peu plus rapidement dans tes réserves de C'est ce qu'on graisse. appelle l'état de cétose, où les corps cétoniques vont être Oui, produits un petit peu plus rapidement. exactement, ouais, ouais, exactement. Parce qu'en fait, voilà, je l'ai expliqué, mais quand tu manges un peu plus de glucides, ben, ça inhibe la capacité de l'organisme à créer à arriver dans cet état de cétose. Donc voilà, moi au quotidien, je suis assez partisan du jeûne intermittent. Après, c'est vraiment à faire très progressivement. Faut faire attention. Faut pas forcément faire de grosses séances de sport à jeun du jour au lendemain. Par contre, c'est vraiment un plaisir, tu vois, moi, de faire mes séances de sport le matin à jeun, un petit peu le ventre vide. Je trouve que c'est hyper agréable. Donc voilà, en régime cétogène, il n'y a pas forcément de règles là-dessus. Par contre, normalement, tu t'as pas forcément besoin de grignoter souvent parce qu'en fait, quand tu es en régime un petit peu plus glucidique, un peu classique, euh, la fringale de 11 heures avant le repas ou la fringale de 16-17 heures, c'est un peu dû au fait que tu as beaucoup de sucre rapide dans ton alimentation, notamment le matin, parce qu'il faut faire attention au petit déjeuner qui est un repas globalement très glucidique avec les jus de fruits et les céréales et tout. Et en fait, le fait de manger euh, beaucoup de sucre assez rapide qui font que tu as une chute d'énergie à 11 heures ou à 17 heures. Donc en fait, en régime cétogène, tu as moins ce truc de chute d'énergie au milieu de la journée, ce qui est hyper appréciable. Ce qui fait que normalement, tu peux manger 2 ou 3 repas par jour sans trop besoin de collation tout le temps, tu vois. Alors Olivier, sur maintenant les dangers, est-ce qu'il y a quand même Ouais. des dangers? Ça peut faire peur de se dire on Oui, se prive de glucides. Tu l'as dit, tu n'es pas médecin, c'est ton ouais, expérimentation exactement. de sportif, tu as testé. Quels seraient pour toi les inconvénients ou les dangers dans ces premières semaines ou à long terme? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, Ouais. bah, je te laisse les évoquer. Ouais. Bah, tu vois, comme tu disais, comme je le répétais vraiment, c'est que moi, je suis pas médecin et il faut vraiment aller voir des médecins et des nutritionnistes si vous le souhaitez, ou alors si vous avez des antécédents médicaux, des maladies, etc. Parce que faut pas rigoler avec sa santé. Mais oui, clairement, les risques à court terme, c'est de plus avoir, de plus avoir assez d'énergie, de se sentir assez faible. Parce que tu as vraiment, dans la période de cette adaptation, tu limites à ton organisme l'énergie qu'il préférait.
Donc oui, clairement, il peut y avoir un effet secondaire qui est d'avoir une baisse d'énergie, tu vois, d'être fatigué un peu tout le temps, parce que de pas savoir pourquoi, d'avoir une clarté d'esprit qui diminue un petit peu. Donc ça, c'est un des premiers risques au moment de la cétoadaptation. Et en fait, il y a un, un principe qu'on appelle la grippe cétogène ou kétoflux en anglais, qui regroupe un petit peu tous les effets secondaires du début de cétoadaptation. Donc il y a le fait d'avoir une énergie qui diminue un petit peu moins, qui peut être ressentie à la fois dans la vie de tous les jours, au boulot, etc., mais à la fois dans les séances de sport. C'est pour ça que, comme je le disais, il faut réduire son intensité. Il y a d'autres effets secondaires. Il y a un petit effet sur l'haleine parce qu'on produit des corps cétoniques, qui est dans la famille de l'acétone, mais sur cette production d'acétone va diminuer avec le temps. Mais voilà, au niveau de la laine, il y aura un petit effet secondaire là-dessus aussi. Et en gros, c'est ça les effets secondaires. C'est aussi faire attention au risque donc d'hypoglycémie un petit peu au tout début. Ça, c'est à la fois, comme je le disais, pendant le sport ou pas. Donc ça, faut faire vraiment attention, faut être conscient de ça. C'est bien de commencer le régime cétogène à des moments de l'année ou quoi, où par exemple tu es en vacances, t'as pas de grosses contraintes, on va dire professionnelles, parce que si tu dois assurer des journées professionnelles, si c'est un travail physique ou quoi, bah faut être conscient que pendant les premiers jours, les premières semaines, faudra y aller un petit peu mollo. Donc commencer en vacances tranquille, ça va être cool. Donc voilà, faut être conscient de ces effets secondaires qu'on regroupe sous le nom de grippe cétogène. Faut aller voir un médecin, un ou une nutritionniste ou des diététiciennes si besoin. Et puis voilà, faut vraiment bien se renseigner avant de commencer parce que il y a quelques petites choses à connaître. Ouais. Est-ce que dans cette céto-adaptation, on peut s'autoriser des craquages? Est-ce que tu as des astuces, peut-être des aliments qui peuvent permettre de ne pas retomber dans cette consommation à outrance de sucre, mais quand même de se faire un petit peu plaisir quand des moments un petit peu de doute ou de difficulté surviennent? Alors, bah déjà, si je prends d'un point de vue du court terme ou du début du régime cétogène, il faut bien comprendre qu'on va essayer au maximum de se sevrer de sucre. Et en fait, on s'aperçoit à ce moment-là que le sucre, c'est un peu une addiction où quand tu coupes ta consommation de sucre alors que tu as l'habitude du petit gâteau de temps en temps et tout, bah, mentalement, ça va être un petit peu dur. Par contre, si tu passes cette période de sevrage, c'est un peu comme la clope. Au début, c'est dur. Après, quand tu t'es sevré, eh ben, c'est plus facile et tu oublies finalement ce plaisir que tu avais à manger du sucre. C'est pour ça qu'au début, il faut vraiment être hyper strict pendant genre quelques semaines parce que bah, si tu essayes d'arrêter de fumer, bah, tu te doutes bien qu'une clope de temps en temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Après, sur plutôt du moyen terme, pour essayer de pas craquer, de pas manger du sucre, il y a des alternatives possibles. Tu vois, tu peux manger par exemple des petits fruits rouges comme des fraises et tout. Et dans les desserts, bah, tu peux te faire une cuillère de crème avec des fraises. Tu peux avoir des alternatives également. Tu peux faire de la pâtisserie avec des farines alternatives, genre des farines d'amandes, des farines de coco, qui te permettent de faire des pâtisseries assez bluffantes, assez bonnes. Tu vois, sur mon site, j'ai des recettes de tiramisu, de moelleux au chocolat qui sont hyper bonnes. Tu peux manger du chocolat riche en cacao, genre 90 à 100% de cacao. Alors, c'est comme Ça doit être un peu amer quand même, là. c'est un peu amer au début, c'est même très amer. Après, il y a des marques qui sont plus ou moins amères. Mais au début, c'est un peu dur. Mais en fait, quand on palise des habitudes du goût du sucre, eh ben, tu retrouves des plaisirs dans le cacao qui est un peu plus amer. Et tu t'aperçois que finalement, c'est hyper bon. Mais voilà, tu peux augmenter progressivement la quantité de cacao dans tes chocolats. Ce qui sont des alternatives qui te permettent de moins risquer d'ouvrir un paquet de gâteaux et puis le manger d'un coup. Mais je te rejoins sur le côté sucre. Ouais. On avait fait une expérimentation avec Laurine Pinault et Fabrice Kuhn. On avait fait 2 épisodes sur l'avant et puis le constat quelques semaines, voire quelques mois après sur l'été dernier. Et outre la perte de poids qui avait été significative de mon côté, on avait revu complètement l'alimentation du petit déjeuner avec beaucoup plus de protéines et de matières grasses, moins de glucides. Et je me
retrouver, mais comme tu le disais tout à l'heure, sur le coup de 11h, 11h30, beaucoup plus en éveil sur un plan cérébral, parce qu'il n'y avait pas cette descente au niveau de l'attention. Je restais quand même en éveil et je pense que c'était lié à une glycémie beaucoup plus stable. Donc, je rejoins justement tes principes sur le fait de réduire drastiquement le sucre et sur les avantages qu'on peut déjà en tirer si on ne bascule pas totalement et à fond dans le cétogène. Déjà, la limitation de la consommation de sucre est quelque chose de très avantageux. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour finir, moi, je préfère être honnête avec tout le monde parce qu'il y a beaucoup de trucs de gens qui disent « Ah, moi, en 7 ans de régime cétogène, j'ai pas touché à un biscuit, j'ai pas mangé 1 gramme de sucre. » Confie-toi, Olivier. Dis-nous la vérité. Non, mais tu vois, voilà, moi, je pense qu'il faut un petit peu se déculpabiliser là-dedans et comprendre qu'on vit en société, qu'on vit pas dans une grotte, que on peut mettre en place une pratique alimentaire qui a un cap, comme je pourrais dire, mais tu vois, qui a un objectif avec des assiettes idéales et tout. Maintenant, comme je disais, on vit en société, on vit en famille, on vit avec des gens et tout. Donc, premièrement, des fois, c'est pas évident de manger parfaitement. Et puis, je pense que il faut arrêter avec ces trucs de régime complètement genre un peu monastique et tout, parce que d'être trop strict sur son alimentation, c'est le meilleur moyen de tenir 1 mois et puis de lâcher complètement et puis de repartir sur des travers qui sont hyper négatifs. Donc moi, je préfère dire à tout le monde que oui, clairement, il y a des périodes dans l'année ou des périodes dans ma vie où je suis pas en mode cétogène strict parce que voilà, il y a les aléas de la vie qui font ça. Des fois, j'ai pas assez préparé mes repas parce que clairement, pour essayer de pas trop craquer, c'est important, c'est bien d'anticiper au maximum ses repas, d'avoir le frigo plein parce que c'est quand je craque, c'est clairement parce que il est 20h, 21h, je me m'aperçois que j'ai rien dans le frigo et tout. Donc voilà, moi j'ai une approche maintenant qui est plus souple parce qu'aussi avec les années, tu peux te permettre d'être un peu plus souple et ton corps switch du cétogène ou pas. C'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Fabrice Kuhn, il a hyper bien expliqué dans des livres, par exemple. Par contre, voilà, je préfère dire aux gens qu'il y a tout intérêt, comme tu disais, à être dans une approche limiter les sucres au maximum. C'est l'objectif ultime. Mais voilà, c'est l'objectif ultime, mais on vit un peu en société. Et je préfère dire aux gens, il y a tout à gagner à avoir un régime cétogène imparfait, enfin d'avoir une alimentation un petit peu réduite en sucre rapide et en glucides, même si elle est imparfaite, plutôt que de jamais se lancer parce qu'on se dit le régime cétogène c'est trop compliqué, c'est trop contraignant, je n'y arriverai jamais, du coup je me lance pas. Donc clairement, le fait d'avoir une approche j'élimine déjà les sucres rapides ou les sodas parce que ça c'est hyper simple à mettre en place. De temps en temps, je préfère boire un Perrier ou un soda light, même si l'aspartame c'est pas ouf non plus, mais voilà, d'avoir une approche un petit peu réduite en glucides de temps en temps ou en sucre rapide. Déjà d'un point de vue de la santé, ça peut avoir des effets positifs et je préfère déculpabiliser les gens à leur dire franchement, lancez-vous dans le cétogène et puis si vous craquez de temps en temps parce que vous avez une vie de famille, vous avez des enfants, vous êtes invité à des endroits, vous pouvez mettre en place des stratégies qui font que vous pouvez avoir une alimentation pauvre en glucides, même si vos enfants mangeront des pâtes, vous remplacez vos pâtes par des pâtes de spaghettis, c'est hyper bon, et vous partagerez des bons repas en famille pauvres en glucides. Quand vous êtes invité chez des gens, vous demandez un peu ce qu'il y a de prévu et vous demandez si c'est possible d'apporter une salade à la place des légumes ou à la place des pâtes ou d'apporter un petit dessert pauvre en glucides et vos invités n'y verront que du feu. Ça, c'est des petites stratégies pour essayer d'être au maximum pauvre en glucides. Et je pense qu'il faut arrêter de se culpabiliser d'un point de vue de l'alimentation et qu'il y a vraiment des bénéfices à être dans une approche un petit peu réduite en sucre rapide ou réduite en glucides un petit peu, plutôt que se dire je n'y arriverai jamais, c'est trop contraignant, je ne souhaite pas me lancer dans le régime cétogène. Enfin, c'est mon approche où j'ai un peu évolué là-dessus avec les années, mais mon expérience personnelle, c'est de se dire ça, il faut se lancer, il faut tout faire pour réduire sa consommation de sucre parce que ça a des effets négatifs sur la santé. Par contre, vaut mieux être cétogène imparfait que 500 grammes de sucre par jour. En compétition, Olivier, tu voyages léger, pas besoin de gel, pas besoin de barres de céréales, tu n'emportes rien, tu es avec cette énergie infinie et tu tournes sur tes graisses.
En fait, oui, bah, en compétition, ça dépend vraiment de la durée de l'effort. Concrètement, sur des compétitions courtes, genre en course à pied, 10 km, semi-marathon, voire marathon, parce que je sais pas si tu m'avais parlé de ça au début de l'épisode, mais en fait, si tu tapes dans tes graisses, t'as pas besoin de manger clairement jusqu'au semi-marathon, jusqu'à 1h30, 2 heures d'effort, t'as pas besoin de manger. Euh, et en marathon, bah, en fait, moi, j'ai expérimenté le marathon cette année à jeun, parce qu'en fait, ouais, si tu passes en mode brûleur de graisse, normalement, même 3 à 4 heures d'effort, ta glycémie, elle peut être stable. Par contre, je me suis dit lors du marathon de Paris où j'ai fait 2,58, tu vois, je sais pas si tu avais parlé de ça, mais ouais, j'ai fait 2,58 au marathon de Paris cette année à jeun. Je suis parti, j'ai pas mangé de petit déjeuner. Par contre, j'avais clairement expliqué à tout le monde que vu qu'il y a des ravitaillements tous les 5 kilomètres, si j'avais besoin de manger un quartier d'orange, un bout de pain d'épices à chaque ravitaillement, je le ferai, je me priverai surtout pas parce que la santé avant tout, je vais pas risquer de tomber dans les pommes parce que j'ai rien mangé. Du coup, on peut avoir une approche en compétition qui soit un peu plus riche en glucides si on en ressent le besoin. Mais le fait est que j'ai passé les ravitaillements les uns après les autres en prenant une bouteille d'eau à chaque fois, en buvant de l'eau et à chaque fois. Alors, je savais qu'au début, ça allait être facile, comme je te disais, la première heure et demie, je savais qu'il n'y aurait pas de souci. Mais en fait, j'ai passé tous les ravitaux jusqu'au ravito du 35e en me disant, bon, ben, encore une fois, j'ai pas faim, ravito suivant, encore une fois, j'ai pas faim, ravito suivant. Et j'ai terminé le marathon à jeun sans rien avaler et avec une glycémie, enfin, une glycémie stable ou avoir une sensation de glycémie vraiment stable. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant de montrer aux gens que si on fait un régime cétogène bien fait, bien structuré et tout, on, on peut faire un marathon à jeun parce que la glycémie est stable malgré l'intensité de l'effort qui est quand même rude. Hein. Enfin, j'imagine que tu sais ce que c'est un marathon. J'en ai Tu jamais cavales quand fait, même. T'as jamais fait de bah alors, qu'est-ce que mais jusqu'au t'attends? semi-marathon, même un 10 km, je Ouais. vois à peu près l'intensité que Donc que voilà, ça c'est représente. intensité maximum pour le temps d'effort ou la distance connue. Donc voilà, je trouve ça cool de montrer à tout le monde que si on fait un régime cétogène, on peut taper dans ses graisses pendant un effort de 3 heures. Par contre, clairement, là c'est pareil, il faut qu'on dise aux gens qu'il faut pas se lancer dans un marathon à jeun du jour au lendemain. Ça peut être hyper dangereux parce que l'organisme, il va rien comprendre. Également, il faut pas partir faire du vélo les ventres vides sans collation, sans expérience. Il faut vraiment expérimenter sur des petites distances et à des intensités d'effort très basses et puis aller petit à petit. Moi, comme je te disais, terminer un marathon à jeun, c'était pas un objectif dans la vie. J'ai rien à prouver à personne parce que ça m'intéresse pas trop. Mon objectif, c'était de faire un marathon dans de bonnes conditions. Maintenant, le faire à jeun, ça a été une façon de courir pendant 3 heures avec le ventre vide et avec des super sensations en prenant mon pied pendant toute la course, ce qui a été vraiment incroyable. Alors que les marathons que j'avais fait quand j'avais débuté le régime cétogène, j'avais mangé un énorme petit déjeuner avec plein d'œufs, plein de légumes et tout. Et en fait, j'avais passé un marathon horrible parce que j'étais en pleine digestion. Donc là, je savais qu'être à jeun, ça allait être un avantage pour moi parce que je serais léger, j'aurais pas de ballonnement. Mais par contre, voilà, faut pas se lancer à jeun du jour au lendemain, ça peut être très dangereux. Alors Olivier, moi je vais laisser les auditeurs peut-être venir à toi par ce livre qui vient de sortir, Performer en mode cétogène, avec cette promesse d'en finir avec les hypoglycémies et de découvrir l'énergie infinie. C'est aux éditions donc Thierry Soucard, ton Oui. éditeur. Sur quel support les auditeurs peuvent te retrouver? Il y a une chaîne YouTube, il y a un site internet. Eh ben ouais, avec plaisir. Si le sujet vous intéresse, en effet, il y a mon livre qui est sorti aux éditions Thierry Soucard. Vous tapez Olivier Maria sur n'importe où et achetez le plus tôt chez vos libraires indépendants. C'est le même prix que sur les grosses plateformes. Et sinon, sur les réseaux, bah, mon pseudo, c'est Low Carb Frenchy. Sur Insta, Facebook, YouTube, Strava, je ne sais quel autre réseau, c'est un peu tous les réseaux. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez la moindre question. Et également, si vous avez envie de lire quelques articles, j'ai une centaine d'articles et de recettes sur mon site internet. C'est lowcarbfrenchy.com. Donc là, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous êtes curieux sur le sujet, allez lire les articles, allez me poser des questions. J'essaierai de répondre au maximum à vos messages privés ou en commentaire et ça sera hyper cool de vous avoir. Ouais.
Sachant que dans ton livre, on retrouve déjà un bon panel de recettes avec ces différentes étapes pour mener cette transition vers le régime cétogène. Donc, c'est très pédagogique. Moi, l'enseignant, je vois que ce livre, on peut le mettre dans toutes les mains. C'est assez simple à lire. Il n'y a pas de grands concepts trop compliqués et on peut avancer petit à petit en fonction de sa connaissance et de son envie de basculer sur cette nouvelle alimentation. Exactement. Oui, en fait, en 2 mots, le livre, on l'a pensé avec l'éditeur comme le livre déjà du point de vue du sportif et qui a expérimenté lui-même et qui sait de quoi il parle plutôt que du point de vue du scientifique. Et aussi, on a voulu un livre qui soit accessible à tout niveau et qui ne demande pas de prérequis. Donc, que ce soit d'un point de vue des connaissances scientifiques, il n'y a pas de prérequis de connaissances à avoir parce qu'on aborde le concept du plus simple au plus compliqué, mais vraiment étape par étape. Et puis également d'un point de vue sportif, c'est pas pour les sportifs et les sportives professionnelles ou élites, c'est vraiment pour tout niveau, que ce soit la sportive ou le sportif qui font 2 footings dans la semaine pour le plaisir ou celui ou celle qui chasse un peu les chronos et les records. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout niveau, scientifique ou sportif. Donc c'est bien de le rappeler. Ouais. Alors Olivier, moi j'avais une dernière question. Un instant pour toi à côté de tes sandales, pas de tes pompes parce que tu n'en portes pas en course à pied. Ce serait quoi? Un moment que tu apprécies en dehors de toute activité sportive, que ce soit de la course à pied ou du vélo. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, c'est une super question. Je m'attendais pas du tout à la voir. Un bon moment, ça serait ça serait l'été ou au printemps, un petit voyage en mode bas carbone, sans avion, en ayant pris le train ou le vélo pour aller dans un petit coin hyper sympa, un bon petit resto, un petit coucher de soleil, un bon petit cocktail, un bon petit resto, tout ça pauvre en glucides. Et puis voilà, partager des moments avec les proches, aller visiter, aller voir des musées, aller voir un bon petit concert. Ça serait des bons petits moments hors du sport. Mais c'est vrai que avec toutes les heures de sport et tout, c'est quand même un peu plus dur à caler, mais oui, il faut, au-delà du cétogène, du sport et tout, faut prendre du plaisir dans la vie avec ses proches, c'est hyper important. Ouais. Merci Olivier pour ce témoignage sur cette alimentation un petit peu atypique, mais qui peut convenir à des sportifs qui veulent performer et en finir avec les hypoglycémies. C'est la promesse donc de ce témoignage et de ce livre aux éditions Thierry Soucard, l'auteur Olivier Maria, que je remercie. Merci beaucoup Sébastien pour l'invitation, à plus. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.